0z et moins un cinquième de t qui est égal à 0. Aïe, aïe, aïe. Donc là, on a notre système. Et ce qu'on doit essayer de faire, c'est réussir à exprimer toutes les variables en fonction d'une seule. Comme ça, on va pouvoir dire au final que la base de Kerr est égale à donc le vecteur qu'on a trouvé fois la variable avec laquelle on l'a exprimé. Attendez, je branche juste mon ordi. Lucas, t'as pu faire marche OBS? Normalement oui, mais c'est la première fois que je fais, donc je vais Je vais rentrer montrer, normalement ça devrait aller. La voix, Euh, faut faire gaffe parce que c'est la voix s'enregistrer, etc. qui Je pas de sais problème pas comment d'encodage. modifier ça. ouais, Je peux faire un alors, test. attends, je vois sur ton screen, Quand vous mute. parlez, il y a des sons qui s'affichent, je pense que c'est bon, non? Alors, en fait, t'as deux barres audio. La barre du bas, s'il te plaît, coupe-la. Parce que c'est ton micro. Et même si t'es mute sur Discord, ça va piquer, ça va prendre Ouais, ton son. on va t'entendre. Tu peux juste cliquer sur le bouton à droite et ça mute. Sinon, c'est bon. Yes. Ok. Tu sais, pour le déroulement de la méthode, monte peut-être directement le DM pour pas perdre du temps à rédiger. En vrai, pas besoin. Ça C'est juste marche. pour remontrer sous Bah, du forme. coup, on a juste le système ici qu'on va résoudre. J'ai choisi d'exprimer tout en fonction de z. Donc, on a t qui est égal à 0z. Ici, on va remplacer t par 0 et puis isoler z. Et on va le remplacer dans l'équation d'au-dessus pour tout exprimer en fonction de z. Et donc, par rapport à z, on a x qui est égal à moins 1, y qui est égal à moins 1, z est égal à lui-même, donc c'est 1, et t est égal à 0. Donc, on a le vecteur moins 1, 1, 0 fois z. Et ça correspond à la base de kernel. Enfin, c'est une des bases de kernel. Vous avez Tiens, attends, compris? excuse-moi une seconde. Désolé, hein. Lucas, mets-toi en mode aussi streamer sur Discord pour pas avoir les sons. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bien vu. Ouais, du coup, est-ce que vous avez tous compris la méthode pour trouver le Caire? C'est a priori la Euh, méthode la plus simple. Vu que je suis arrivé en plein milieu, non. On va Tu veux que je réexpliquer. recommence? Je veux bien juste qu'on me réexplique les bases en fait. Genre, Ok. on aller dans les détails. Bah, pour trouver la base de kernel, tu prends ta matrice, tu utilises Gauss, donc tu mets tu mets le nombre de variables qui correspond au nombre de vecteurs. Mhm. Et ensuite, tu exprimes chaque ligne par des équations que tu résous. Et tu veux pas trouver les valeurs de chacune des variables, mais tu veux toutes les exprimer en fonction d'une seule. Et donc, bah ici, j'ai choisi d'exprimer en fonction de z. Donc, tu as x qui est égal à moins 1 en fonction de z, y qui est moins 1, z qui est égal à lui-même, donc c'est 1, et t qui est égal à 0. Du coup, ça te fait moins 1, 1, 0 fois z. Et ça, c'est la base de kernel. C'est une des bases de kernel. Ok. Et parfois, ça n'est pas possible de l'exprimer qu'avec une seule variable. Et donc, Oui. tu vas avoir 0, 1, enfin, pardon, moins 1, 1, 0, z, par exemple, plus Mhm. 1, 0, y, par exemple, ou ce genre de choses. Ouais, il peut y Et, avoir plusieurs vecteurs. Ok. et après, alors c'est marrant parce que du coup, tu as mis z. En soi, z, enfin, on le note comme ça, on le note avec une constante devant le vecteur pour indiquer Euh, ça. Bah, moi, c'est ce que j'avais vu. Ah oui, pardon, du coup, tu peux le noter comme ça, mais du coup, tu peux aussi le noter vect de entre parenthèses moins 1, 1, 0, c'est ça? Oui. OK, oui, c'est vrai. Parce que ça, du coup, ça, c'est la notation avec un ensemble. Vous reconnaissez les 2 accolades et vous pouvez aussi le noter, comme la génération d'un espace vectoriel à partir des vecteurs à l'intérieur. Donc l'idée, c'est toutes les combinaisons linéaires des vecteurs que vous avez. Là, il y a qu'un seul vecteur, du coup, bon, il y a pas de la seule combinaison linéaire, c'est de le multiplier par une constante. Mais, pour représenter après les combinaisons linéaires avec les autres, bah, là, il faudrait faire après, si je me trompe pas, il faudrait faire plus l'autre vecteur fois la constante ou alors directement écrire juste vect des 2 vecteurs et c'est un peu plus simple.
la notation vect. Et c'est ce que veut dire la notation vect aussi, si vous vous demandiez. OK. Du coup, c'est bon? Petite question. Mmh. Ici, enfin, du coup, on nous demande la base du kernel, mais du coup, pour exprimer la base, on est obligé d'écrire le Z ou on prend juste le vecteur comme base, sans le Z? Tu obligé de mettre, en fonction de quelle variable tu l'as exprimé. Ah, a Du priori, coup, non, ce t'es serait juste le vecteur? pas, enfin là, dans cette notation, ça serait aussi vrai si c'était un A qui appartenait à Z, à R en soi. Ça veut juste Enfin, dire toutes les combinaisons linéaires du vecteur avec lui-même, donc le multiplier par une constante. non, enfin, je veux juste dire, la variable que tu as utilisée pour exprimer toutes les autres, bah, c'est elle que tu mets en facteur du vecteur. Ok. Et tu peux aussi mettre n'importe quoi d'autre, non? Genre A. Bah, ça correspond à quoi? Bah, A qui appartient à R. Enfin, tu remplaces juste les deux Z par A et Ouais, c'est c'est la même chose. c'est vrai aussi, hein. Mais c'est juste pour avoir le lien avec l'équation d'avant, mais c'est enfin bref, c'est pas Ouais, ils vont pas te noter là-dessus, t'inquiète, Mohamed. C'est juste s'il y a le raisonnement et le bon résultat à la fin. OK. Et du coup, Et si vous n'avez pas davantage de questions, on va passer à la correction du CE, n'est-ce pas? yes, Allons-y. attendez. Alors, hem, donc on a une matrice, enfin on a, pour l'instant 3 vecteurs et on nous demande de déterminer si ces 3 vecteurs sont linéairement indépendants. Donc, la méthode qu'il faut faire, c'est, bah, échelonner et réduire la matrice. Je sais pas si vous voulez que je fasse ou si je vais mettre 1000 ans sur Paint? Vous êtes à l'aise avec ça ou vous voulez que je rédige? Est-ce que tu Non, pas ça va. le ah, tu voulais qu'on rédige? Je sais pas qui a parlé. Ah non, j'ai dit c'est bon, au contraire. Non, j'ai OK. dit c'est bon. Parce que dans Heu, dans la correction, oui, voilà, on a aussi ça. oui, il y a les étapes. Parfait. Donc on a l'étape, pour échelonner, bah, jusqu'ici, enfin, il y a pas vraiment d'explication à donner et ensuite, bah, on réduit. On se retrouve avec cette matrice-ci, et du coup, on voit qu'il y a un 1, directeur pour chaque colonne. Du coup, les vecteurs sont bien linéairement indépendants. Donc, c'est bien une famille libre si et voilà, c'est tout. Alors est-ce que vous connaissez tous les opérations, pour, échelonner et réduire, les opérations sur les lignes? Comment on passe aux différentes étapes, sur, le schéma là? Vous savez tous faire? Enfin plutôt, est-ce que quelqu'un ne sait pas faire? Parce que du coup, c'est l'occasion. C'est des additions, soustractions, multiplication et division, quoi. Voilà, Ouais, c'est ça. entre les lignes. Et du coup, bah, vous savez tous ce que c'est aussi du coup une famille libre une famille libre et génératrice? Si tu peux le rappeler, ce serait cool. C'est avec des 1 directeur sur chaque ligne et chaque colonne, c'est ça? Ça, c'est quand c'est libre. Non, Vas-y Azma, je te laisse je- expliquer. Hem, Bah, une famille libre, c'est, une famille, dont les vecteurs sont linéairement indépendants et l'autre terme, c'était quoi, pardon? Famille génératrice. Génératrice. Hem, si quelqu'un savait comment c'est en anglais? A priori, une famille génératrice, ça veut Euh, dire qu'elle permet de générer tous les vecteurs dans l'espace d'arrivée. Donc en gros, ça veut dire que c'est une diagonale de 1. Là, par exemple, c'est pas une famille génératrice, parce qu'il n'y a pas de 1 sur la dernière ligne. C'est un generating set en anglais. Ah OK, merci. ou encore span set, Hmm. spanning set. Et du coup, d'ailleurs, le contraire d'une famille libre, c'est une famille liée, ou une famille dépendante. Du coup, s'il y a une relation linéaire entre les vecteurs de la famille, ça veut dire que c'est une famille liée, dépendante. Ça marche. Du coup, c'est bon pour ça. La question d'après, on considère V est égal à vect de V1, V2, V3. Donc V1, V2 et V3, ça correspond aux colonnes de la matrice et d'ailleurs, point important, faut bien se rappeler que les colonnes
le nombre de colonnes, ça correspond à l'espace de départ et que le nombre de lignes, ça correspond à l'espace d'arrivée de la linéaire map. Donc ici, on va de R3 vers R4. Du coup, on considère V est égal à vec de V1, V2, V3, qui est un sous-espace généré par V1, V2, V3. Il faut déterminer une base et la dimension de V. Du coup, ici, on a noté ça V, mais en réalité, ça correspond à im de F. Et donc, on sait que la dimension de im de F, ça correspond au rang de la matrice. Donc ici, comme on a échelonné et réduit la matrice, on sait que le rang est égal à 3, parce que le rang, ça correspond au nombre de lignes qui ne sont pas composées que de 0. Donc le rang est 3, du coup la dimension est égale à 3, la dimension de l'image. Et puisque le rang est égal au nombre de vecteurs, eh bien la base de V, donc la base de im de F, c'est tout simplement égal à la matrice initiale. Vous avez compris? Ouais. Est-ce que tu peux répéter Oui. s'il te plaît? Oui. Le rang ici, on a trouvé que c'était égal à 3. Et puisque le rang, donc 3 ça correspond au nombre de vecteurs. Donc puisque le nombre de vecteurs est égal au rang, la base de l'image, ça correspond à la matrice initiale. Donc celle-ci. Mais comment tu sais que c'est l'image? Parce que c'est la définition que Monadada avait donnée à son cours de ce matin. Mais du coup, est-ce que vous comprenez ce que c'est que la notion d'image? Qu'est-ce que ça veut dire une image? Non, moi j'ai pas compris. L'image, en gros, en fait, quand on parle d'espace d'arrivée, il y a deux notions. Il y a vraiment la dimension de l'espace d'arrivée en lui-même, c'est-à-dire les limites de où est-ce qu'on peut définir les limites de dimension où on peut définir un vecteur dans cet espace d'arrivée. Est-ce que c'est clair ça? En gros, c'est le nombre de dimensions de l'espace d'arrivée. Pour ça, en fait, il y a deux notions. Et l'image, c'est l'espace de dimension d'arrivée de la matrice, entre guillemets. C'est-à-dire les vecteurs qui sont possibles à atteindre avec la matrice. Parce qu'il y aura des vecteurs que vous pourrez jamais atteindre. Alors, visualiser ça et trouver des exemples, ça peut être difficile, mais vous pouvez vous dire, au début, votre espace de départ, c'est une surface. Vous êtes en 2D et votre espace d'arrivée, elle est en 3D. Et vous pouvez imaginer que dans cet espace en 3D, vous avez que la moitié, que les positifs. Par exemple, vous serez que dans les positifs en 3D. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tous les nombres négatifs, il ne sera pas possible de les atteindre, même si l'espace est en 3D. Donc, en soi, l'image, l'espace entre guillemets d'arrivée de la matrice, mais faut pas l'appeler l'espace d'arrivée, c'est l'image, donc on l'appelle l'image. L'image de la matrice, c'est les positifs en 3D. Et l'espace d'arrivée, c'est les 3D. Et du coup, c'est un sous-espace, ce qu'on appelle un sous-espace. Et la façon de noter cette sous-espace, c'est avec vect. Donc ça veut dire l'espace qui est généré par les vecteurs. Donc ça veut dire vous faites des combinaisons linéaires de tous ces vecteurs pour trouver un point, un point dans cet espace. Donc tout point du sous-espace, c'est une relation entre V1, V2, V3. Et comme V1, V2, V3, c'est les vecteurs de la matrice, c'est ça? Oui. En fait, par définition, genre vraiment par définition, c'est l'espace d'arrivée de la matrice, entre guillemets, l'image donc. Donc c'est pour ça que V1, V2, V3, c'est la base. D'ailleurs, c'est bizarre comme question. Mais c'est écrit là, enfin V, c'est un sous-espace généré par V1, V2, V3. Du coup, enfin, c'est la définition de l'image. Oui, en fait, c'est juste que la question est bizarrement posée, hein. C'est limite, il vous demande, c'est que 1 + 1 = 2, est-ce que vous pouvez trouver une décomposition de 2 en somme? Vous faites 1 + 1. Enfin bref. C'est la réponse est dans la question là, mais c'est parce que c'est peut-être une mauvaise question. Des fois, c'est plus difficile de trouver la base. On va vous demander, vous avez cet espace, trouver sa base et là, c'est plus Bah, compliqué. ici, comme le rang est égal au nombre de vecteurs, eh ben, la base de V,
c'est toute la matrice. Et par contre, si le rang avait été de 2, par exemple, le rang est de 2, mais il y a 3 vecteurs, eh ben, il aurait fallu prendre seulement 2 de ces 3 vecteurs. La base de V, ça correspondrait à 2 des 3 vecteurs qui composent la matrice. Et on choisit Ah, ce que l'on veut ou faut faire un calcul Justement, bah, ça aussi je l'avais dans mon DM. Attendez. Ici, il fallait déterminer une base de l'image de F et du coup, on avait, bah, cette matrice-ci, donc son rang c'est 3. Par contre, le nombre de vecteurs, c'est 4 et donc il faut prendre seulement 3 vecteurs. Mais si on enlève ce vecteur-là, et ben, comme en bas, il y a que des zéros ici, et ben, le rang va être réduit à 2. Alors que nous, on veut que ce soit un rang de 3. Donc il va forcément falloir prendre ce vecteur-là pour que ce coefficient-là maintienne le rang de 3 et on peut enlever, bah, n'importe lequel de ces 3-là, parce que ça change rien. faut pas enlever une dimension, ouais. C'est ça. Vous avez compris? T'es sûr qu'on peut enlever n'importe lequel? Oui. même Parce le que N'importe tu premier? lequel que tant que ça normalement. change pas la dimension. par définition, s'ils sont liés en fait, les 3 qui sont liés, c'est ces 3-là. Les 4, les 4 sont en fait, regarde, si tu prends le dernier et que tu le prends avec une combinaison de 2 autres, c'est pas lié, mais si tu prends les 3 ensemble de gauche, c'est lié. Je sais pas si c'est même pas clair, c'est pas clair ce En que je dis, mais gros, tu ce qu'on choisit, faut qu'il y ait pas de ligne de 0. non, mais juste la définition, c'est si c'est lié, c'est-à-dire que tu peux forcément, générer à partir des 2 autres. Forcément. Du coup, si tu peux générer un à partir des 2 autres, tu peux enlever n'importe lequel pour avoir une famille indépendante derrière. Et ce sera la même, quel que soit celui que tu enlèves. Est-ce que ça, c'est clair, Mohamed? Ouais, quand c'est indépendant, je peux enlever n'importe lequel, ok. Mais là, du coup, l'idée, c'est qu'il faut en trouver. Il faut celui que tu enlèves, il faut qu'il fasse partie d'une sous-famille. Ah oui, c'est une intéressante façon de le voir. Il faut qu'il fasse partie d'une sous-famille liée qui est supérieure à qui a plus d'un membre. Enfin, il faut que la taille la plus petite de la sous-famille où il y a ce vecteur que tu enlèves soit bah, de plus d'un vecteur. Il faut qu'il y ait plusieurs vecteurs dans la plus petite sous-famille. Et si tu enlèves celui de droite, en fait, regardez, celui tout à droite, vous pouvez pas le générer à partir des autres. C'est ça l'idée en fait. Et vous pouvez pas Moi, le je générer pensais parce qu'il fallait pas changer le rang. Pardon? que Moi, je pensais qu'il fallait pas changer le rang parce que si on enlève le dernier, le rang devient 2, alors que si on enlève le deuxième, oui, par oui, mais exemple, le tu rang vas pas reste 3. recalculer le rang. T'as pas besoin de recalculer le rang. C'est juste tu te dis est-ce que je peux générer ce vecteur à partir des autres? Et tu vois que s'il a une dimension en plus que les autres décrivent pas, bah tu peux pas le générer. Tu peux aussi Ok. calculer le rang à la main, ce qui est la même chose que d'essayer de trouver Après, pour de le générer à partir calcul de la base de l'image, ce qu'on commençait par faire, c'était regarder si jamais, les vecteurs étaient linéairement indépendants ou non. Et j'avais trouvé que les vecteurs n'étaient pas linéairement indépendants et c'est pour ça que j'ai su que, bah, on pouvait pas tous les prendre. Après juste regarder le nombre de vecteurs par rapport au rang, bah, ça revient exactement à la même chose. Mmh. Peut-être que dans la rédaction, c'est moins rigoureux, enfin je sais pas, ça dépend de tes profs. Et du coup, quand tu fais un vect, quand tu génères un sous-espace, il faut que tous les vecteurs soient linéairement indépendants. C'est ça. Yes. Donc quand C'est vous bon pour faites le vous? vect, voilà, il faut qu'ils soient tous linéairement indépendants. Est-ce que vous avez vraiment bien tout compris ce que c'est que le vect? Ouais, je pense. Yes. Donc voilà. Si OK. si vous si vous comprenez ce que c'est vect, im et char, en vrai, vous avez tout compris, quoi. Donc faut juste maîtriser ces concepts. Mmh. Attends, moi, j'étais pas là quand elle a expliqué ça. Vect, c'est juste le vecteur, non? Si tu veux, tu peux expliquer, Asma. Je t'en prie, vas-y.
C'est moi, je l'avais expliqué tout à l'heure. L'idée, c'est que vous générez un sous-espace à partir des vecteurs. Si enfin bref, on va pas aller dans les détails des conditions, mais en gros, juste, c'est toutes les combinaisons linéaires de V1, V2, V3 et donc l'idée, c'est que, c'est un ensemble de points donc, c'est un espace et un sous-espace où vous faites tous les points qui sont la somme, d'une combinaison linéaire de V1, V2, V3 et si les 3 vecteurs, sont, heu, des indirecteurs, c'est, le vecte que vous générez, c'est la base de l'espace à n dimensions. Enfin si vous avez autant de vecteurs que de dimensions en tout cas. Ce qui est logique, enfin si vous avez que des indirecteurs et que vous avez autant de vecteurs que votre espace à dimensions, bah, c'est forcément la base de l'espace. Autrement dit, vous atteignez tous les points. Vous pouvez toujours faire une combinaison pour atteindre n'importe quel point. Est-ce que c'est clair de ce que c'est vecte? Il faut vraiment juste comprendre ça, c'est toutes les combinaisons linéaires possibles des 3 vecteurs. L'ensemble des points qui sont toutes les Bon, combinaisons linéaires. c'est quoi le cours qu'ils nous font? C'est, alors, E1 plus E2 plus E3, gna. Et le Victor, Ouais, qu'est-ce qu'il y a? ah ça me lâche pas. Victor, on Oui? t'entend. Ah non, je pense qu'il parle à quelqu'un d'autre. Mmh. Mais non, Nice. monsieur, Bon, monsieur. je te mute, Non, Victor. étudiant, prof. Yes. Alors est-ce que c'est clair ce que c'est que vec du coup? Ouais. Oui. J'espère, hein. Et du Ouais. coup, l'idée, c'est que quand vous décrivez, le kernel, l'image, tout ça, ce que vous décrivez, c'est un sous-espace généré par certains vecteurs. OK. Et souvent, vous cherchez la dimension de ces sous-espaces. OK. Du coup, la question d'après, c'est est-ce que le vecteur E2 moins E4 appartient à V? Donc, enfin, grand V, c'était la base qu'on avait trouvée à la question d'avant, donc on avait vu que c'était, bah, la matrice initiale. Donc pour savoir si c'est ça ou pas, on va ajouter ce vecteur à la matrice. Donc ici, E2 moins E4, ça correspond à, bah, 0 E1, 1 E2, 0 E3 et moins 1 E4. Et donc, on va échelonner et réduire cette matrice. Hem, attendez, je vais juste reprendre ce que j'avais fait. On va échelonner et réduire cette matrice et le but, c'est de, déterminer le rang. Si jamais on a le même rang, que celui de la matrice initiale, ça veut dire que le vecteur appartient bien, à la base parce qu'il n'a pas ajouté de dimension supplémentaire et donc il peut être exprimé en fonction des autres vecteurs. S'il a ajouté une dimension supplémentaire, donc si le rang a été augmenté d'1, ça veut dire qu'il n'appartient pas à la base. Donc qu'est-ce que j'avais? Quand on échelonne et qu'on réduit, ça nous donne 1, 1, 0, 0. Voilà. Du coup, ici, on voit que le rang est toujours égal à 3, donc il n'a pas bougé, quand on a rajouté le vecteur E2 moins E4. Donc il n'a pas apporté de dimension supplémentaire, donc le vecteur appartient bien à V. Vous avez compris? Yes. Tu peux répéter s'il te plaît? Ouais. Tu prends ton vecteur E2 moins E4, tu Ouais. l'ajoutes à ta matrice de base, et si jamais, ton rang est le même, tu obtiens le même rang, ça veut dire qu'il n'a pas ajouté de dimension, à ta matrice Mmh. et donc qui peut être exprimé en fonction des autres vecteurs. Donc il Ah. appartient bien OK, à la donc matrice. si, il y a pas de rang qui est rajouté, ben, il appartient à bien à la matrice, c'est ça? C'est ça. OK. Mais du coup, c'est intéressant. En fait, ce que vous faites quand vous échelonnez et réduisez, c'est que vous essayez au maximum d'enlever les relations linéaires entre les vecteurs. Et du coup, bah, si vous avez toujours des indirecteurs, ça veut dire qu'il y a pas de dimension en plus.
Sinon, ça veut dire qu'il y en a une en plus. Est-ce que ça veut dire que si je suis capable de voir directement que du coup E2 moins E4 vaut V1 plus V2, c'est assez pour justifier? Pas besoin d'échelonner réduire? Aussi, ouais. Tu arrives à trouver la Ok. relation linéaire qui fait ce vecteur manuel, enfin, de tête, tu peux aussi l'écrire. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait pour mon DE jadis, quand j'avais eu une question similaire. Et ça marche. Ok. Ok, ensuite, la question d'après, c'est montrer qu'il n'appartient pas à V. Et du coup, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici, c'est pas 0, 1, 0, moins 1, mais c'est 0, 0, 1, moins 1. Et donc, on va faire exactement la même chose, on échelonne et on réduit. Et si vous voulez, je pourrais vous envoyer tout à l'heure la rédaction que j'avais faite quand j'ai refait le CE tout à l'heure. Et donc, on voit que le rang, ça devient 4. Donc, comme ça a apporté une dimension supplémentaire, il n'appartient pas à V. C'est bon pour vous? Oui. Du coup, là, on refait la même chose. On le rajoute, on échelonne, on réduit, et on voit que C'est ça. il n'appartient pas. Ok, d'accord, merci. Donc Parce là que ça, le rang sera égal à 4. ça a rajouté une dimension, c'est ça? Ouais. Yes. Ensuite, exercice 2. Donc, on nous demande de déterminer une matrice standard et il me semble que, en d'autres termes, c'est aussi la base canonique. Moi, c'est ce que j'avais vu. Donc ça, c'est juste exprimer, les équations qu'on a en matrice. Hem, voilà, donc c'est là. Donc on a FE1, F de E2, F de E3 et F de E4 qui correspondent aux colonnes et E1, E2, E3, E4 qui correspondent aux lignes. Donc les colonnes, le nombre de colonnes, ça correspond à l'espace de départ et le nombre de lignes, c'est l'espace d'arrivée. Donc pour cette question, c'était juste ça. La question d'après, c'est déterminer le vecteur f de E1 plus E2 plus E3. Donc ici, ce qu'on va faire, oups, c'est pas grave. Ici, ce qu'on va faire, c'est que, donc on va prendre la matrice qu'on a. Ici, on sait que celui-ci, bon attendez, je vais faire ça. OK, donc celui-ci, c'est f de E1. Ici, c'est f de E2, f de E3 et f de E4. C'est un 4. E1, E2, E3 et E4. Et du coup, ce qu'on nous a demandé, c'était, déterminer f de E1 plus E2 plus E3. Donc ici, déjà, il est pas question de, E4, donc on va pas toucher à cette colonne-ci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va additionner, les membres des lignes. Donc ici, on additionne 1 plus 0 plus -2, donc ça fait -1. Puis -1 plus 1 plus 0, ça fait 0. 0 moins 1, 1, ça fait 0. Et 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. Et donc, c'est ça le vecteur f de E1, je vais l'écrire, f de E1 plus E2 plus E3. C'est tout. C'est bon? Ok. OK, parfait. Ensuite, donc on considère la matrice n, calculée n fois m.
c'est juste multiplier la matrice n avec m. Et ensuite, par rapport au résultat, on doit faire une conclusion. Est-ce qu'il y a des gens qui savent pas comment multiplier deux matrices? Oui. Ok. Donc, Tu sais, en vrai, même moi, multiplier des matrices quand j'étais en L1, c'était un peu chaud, hein. En vrai, c'est une méthode, hein, faut juste l'apprendre par cœur, mais des fois tu doutes, tu te dis: «Ah, est-ce que je multiplie ça par ça?» Tu connais la méthode pour, bien visualiser une multiplication de matrices? euh, j'ai pas de méthode en particulier. Tu te rappelles, tu mets l'une au-dessus de l'autre et enfin, pas au-dessus, mais Ah tu vois, oui, je vois ce que tu tu les veux mets dire. un En diagonale, enfin ouais. Ok. ouais, tu peux tenter de montrer ça si c'est en vrai, c'est une méthode Ok. qui marche. Euh, Là, tu refais yes. un Oups. screen. Du coup, est-ce que vous enfin, est-ce que il y a vous êtes beaucoup à avoir du mal avec la multiplication de matrices ou pas? Moi, ça va, Tranquille? tranquille. Ah, bien vu alors. Ok. Du coup, euh, Arthur, tiens, est-ce que tu veux essayer de montrer rapidement? attends. Chaud. Tu peux essayer, ouais, comme tu veux. Tu veux essayer Euh, aussi? Tu veux essayer Comme tu veux, Souleymane? Arthur. Comme tu veux. Si tu veux, moi je peux montrer. Vas-y, je te laisse Souleymane, je te laisse. Vas-y, Suleiman. Montre-nous, montre-nous. Ouais, bah alors moi, comment je fais ça? On fait ligne fois colonne en fait. C'est comme ça qu'on procède. En fait, la matrice à gauche, on va prendre la première ligne. Et la matrice à droite, on va prendre la première colonne. Donc on va faire -1 fois 1, plus -2 fois -1, plus -2 fois 0, plus 0 fois 0. Exactement et donc pour chaque, Et carré, chaque cellule de la nouvelle, matrice, en fait, vous voyez, on prend juste la ligne et la colonne qui correspond à ça. Tiens, est-ce que tu peux genre prendre la première cellule en haut gauche? Tracer genre tracer une ligne et tu sais, où ça se croise, sur le point magique. Et vous voyez, du coup, là, on multiplie ces 2, c'est comme si vous preniez 2 vecteurs et que vous les multipliez élément par élément. Ensuite, le truc d'après, c'est la colonne d'après. Et du coup, voilà, par exemple, vous faites juste, là, pour le troisième, vous faites -1 fois -2, plus -2 fois 0, plus -2 fois 1, plus 0 fois 0, et cetera. Donc à gauche, la première matrice et à droite, la deuxième matrice, légèrement surélevée. Et vous pouvez faire, ça sans difficulté. Yes. OK, bah, tu peux directement montrer le résultat, pas besoin de faire le calcul, en lui-même. D'accord. Du coup, le résultat, c'est la matrice identitaire. Et quand on sait que quand on multiplie deux matrices et que ça nous donne la matrice identitaire, ça veut dire qu'elles sont inverses l'une de l'autre. C'est bon pour vous? C'est bon. Parfait. Et du coup, la dernière question, c'est en utilisant les résultats de la question précédente et en utilisant un théorème du cours, déterminer l'ensemble de solutions pour ce système-là. Personnellement, je savais pas que c'était un théorème, mais quand on a une matrice inverse, enfin inversible, pardon, qu'on multiplie par x1, x2, x3 et qu'on résout est égal à 0, et ben l'ensemble des solutions, enfin la seule solution possible, c'est la solution nulle. Et ça, si jamais on cherche les valeurs, on peut vérifier ça en le faisant si vous voulez. C'est le théorème du carré. C'est juste que si jamais on a une matrice
et qu'on multiplie par x, eh ben, on va avoir 0. x1, x2, x3 et x4 vont être tous égaux à 0. Parce qu'en fait, on en a un qui est égal à 0. Donc, bon, en l'occurrence, ici, les autres sont pas exprimés en fonction de ça. Mais quand on va remplacer dans les autres équations, tout va devenir 0. On va avoir x1 moins 0 moins 0, donc ça va être 0 aussi, etc. Grand X, ça correspond à quoi déjà? Grand X, ça correspond à l'ensemble x1, x2, x3, x4. Ok, d'accord. C'est le sous-espace Mm. qui résout l'équation, quoi. Nous, avec les profs, on écrivait plutôt x, y, z et t. Ah oui, mais c'est du coup enfin, ça correspond après. Pour la solution en elle-même, il faut l'écrire vect. Parce que c'est un sous-espace. D'ailleurs, petite anecdote là, si on réfléchit. Donc quand on a une matrice inversible et que du coup on a une seule solution qui vaut qui a une seule solution à cette équation, l'équation du kernel en gros. Quelle est la dimension du kernel? Tu Arthur, peux toi. répéter? Quelle est la dimension du kernel lorsqu'on a une matrice inversible? La dimension du kernel? Ouais. Euh, Et si tu réfléchis bien, la question elle est pas dure. Elle est même enfin très simple. Le Mais c'est juste noyau il faut vaut bien 0. maîtriser les concepts. Exact. Comment? Le noyau ici vaut 0, du coup la dimension c'est 0, non? Le noyau ne vaut pas 0. Mais la dimension du noyau vaut 0. C'est possible ça? mais si la dimension du noyau Comment? vaut non, rien, non, rien. Donc ça veut dire que mais d'ailleurs en fait je viens de me dire toutes les matrices ont comme solution 0, 0, 0 au moins. Toujours des zéros. Ça c'est la solution triviale à toutes les multiplications de matrices. C'est vrai ça, non? Ce que je viens de dire? Je crois pas, parce qu'il y a des matrices où tu peux pas avoir 0 comme résultat. Bah, d'où le théorème, ils ont dit que ça marchait que si ta matrice était inversible. Mais si tu as x1, x2, x3, x4 qui vaut 0, pour toutes les matrices, c'est toujours 0. Je crois que ça s'appelle du coup la solution triviale au kernel. Et du coup, ce qu'on cherche, on cherche une solution au kernel, c'est une solution non triviale. Et du coup, bref, en tout cas, si vous avez une solution, en plus de la solution triviale, c'est-à-dire que vous avez un point comme solution, il n'y a qu'un seul point. Et si c'est un point, la dimension du point, c'est 0. Donc la dimension du kernel, c'est 0. Voilà, c'est juste l'idée. L'idée, dites-vous vraiment, le kernel, c'est l'ensemble des solutions qui résolvent l'ensemble d'équations qui décrit la matrice. C'est vraiment juste des solutions à une équation et l'espace sur lequel elles tiennent. Si elles tiennent sur une ligne, ça veut dire que le Ker, c'est une ligne. Le Ker a une dimension, etc. Mais voilà, c'est juste pour comprendre les concepts, visualiser, etc. Mm. Du coup, si vous avez des questions, on peut terminer par ça. Moi, c'était clair pour ma part. Ou Moi même aussi. par rapport à des notions de cours ou. Donc c'est vraiment important juste de maîtriser image, kernel, rang. Est-ce que vous avez on a parlé beaucoup d'image du kernel, est-ce que vous savez ce que c'est que le rang du coup? Quoi ça correspond? C'est lié à d'autres concepts, du coup? Du coup, c'est la dimension de la base, enfin de la famille matrice. Azma, tu valides ou Ouais. non? Absolument, oui. C'est ça? Bah, du coup, c'est la base, mais du coup, la base, c'est la même chose que l'image? Oui, la dimension de l'image est égale à la dimension de la matrice. Qui est égale Au rang. au rang. Voilà. Enfin, dimension de la matrice et rang, c'est la même chose. Enfin, c'est la même notion. Et dimension de la matrice, tu sûr? Parce que la dimension de la matrice, c'est pas attends. Enfin, C'est pas non. la dimension du kernel et du rang et plus le rang qui vaut la dimension de la matrice? C'est la dimension de l'espace d'arrivée? Attends. Oui, t'as raison, c'est ça. C'est dimension de kernel plus dimension de l'image qui égale la dimension de la matrice. Enfin, dimension C'est de... ça, hein.
Et la Mais dimension de la matrice, c'est l'espace égal à la d'arrivée. dimension, à la dimension de départ. C'est égal à la dimension de départ ou d'arrivée? De départ. Je crois que c'est le départ. Oui. Non, moi j'en suis sûre, j'ai vérifié ça tout à l'heure. Mmh. OK. Donc Donc la on dimension répète. de kernel plus la dimension de l'image, c'est égal à la dimension de départ de la matrice. Ah oui, ça a du sens d'ailleurs, oui. Parce qu'il y a toujours si vous faites une matrice qui multiplie, enfin qui fait une application qui va dans un espace plus grand, vous avez toujours, enfin il vous manque de l'information pour atterrir sur tous les points possibles de l'espace d'arrivée. Donc dans tous les cas, même si vous avez entre guillemets «la meilleure matrice», enfin qui est la base en soi, mais si vous avez la meilleure matrice, bah, vous pouvez pas, avoir un rang qui vaut la dimension de l'espace d'arrivée. Donc vous pouvez pas avoir une dimension qui vaut la dimension de l'espace d'arrivée parce que votre matrice a trop peu de dimensions pour décrire, pour atterrir dans cette nouvelle dimension sur tous les points. Enfin, c'est toujours abstrait un peu expliqué, mais voilà le Comment on détermine le rang? Quand on a une matrice, par exemple, comment on détermine le rang de matrice? le rang, c'est le nombre de vecteurs indépendants. D'accord, ok. Je voulais juste être sûr. Ok, merci. Et donc tu peux échelonner et réduire pour voir ça. C'est ce que vous faites quand vous échelonnez et que vous réduisez, ce que vous voyez, c'est vous enlevez toutes les relations de dépendance entre les vecteurs. C'est ça que vous faites, jusqu'à ce que vous ayez vraiment les vecteurs les plus fondamentaux. Et du coup, lorsque vous avez des relations linéaires, heu, qui entre plusieurs vecteurs de votre matrice, bah, vous allez avoir des zéros sur les lignes. Des matrices qui enfin des sur qui le nombre de lignes où vous aurez des zéros sera égal au nombre de dimensions, heu, de de «dépendance» entre guillemets, le nombre de dimensions qui ne sont pas indépendantes. Ce qui correspond à la dimension kernel. Faut vraiment comprendre juste les objets. Récemment encore, pour moi, c'était mystérieux cette matière. Même encore cette année, j'y comprenais pas grand-chose et j'ai vu une série de vidéos par, Three Blue Three Blue, One Brown, si vous connaissez sur, YouTube. Je vais Non. vous passer ces vidéos parce que c'est assez incroyable et en fait, vous visualisez vraiment à quoi ça correspond l'image, le kernel et cetera et vous comprenez tout de suite. Quand j'étais moi en L1, à votre niveau, je vous assure, j'y comprenais rien du tout et c'est incroyable, hein. Bon, il y a beaucoup de vidéos, hein, c'est plutôt à regarder dans votre temps libre que vraiment juste pour réviser, mais c'est sympa pour comprendre, la signification On de regardera tout pendant les ça. vacances. Mmh, on verra ça. Donc voilà, here it is et et voilà, du coup, alors pas de questions pour Mais la sinon, fin? il y a beaucoup de enfin, il y a pas mal de relations entre les dimensions, les dimensions, le rang, les bases et cetera, le nombre de vecteurs ou de lignes et de colonnes et bah, si vous voulez, je peux faire une fiche par rapport à ça. J'assure pas qu'elle sera totalement complète, mais je peux mettre, tout ce que je sais pour, enfin, je vous l'enverrai demain, si ça intéresse. Moi, je veux bien. Ce serait super. Ça C'est marche. Je incroyable. prends aussi, je prends aussi. Elle Et, restera même pour les années prochaines en plus. Bah, et- j'essaierai aussi de mettre, les méthodes que je connais pour, les différents types de questions qu'on peut rencontrer. je parle pas forcément aujourd'hui, mais est-ce qu'on pourrait faire ça, mais pour le DE? Enfin, refaire la correction du DE, par exemple, de l'année dernière? Ou pas du tout? Donc a priori demain il y aura un autre, cours, Et on on pourra faire le DE? recommencera et on essaiera de faire un de l'année dernière, oui, Ouh voyons. là, c'est pas sûr ça par contre, hein. Non, ce Ah, sera pas ce ok. sera par, Nada, t'inquiète. OK, bah, ça va alors. Ce sera pas je vais pas Juste te forcer de si faire un on cours peut demain. pas faire les changements de base. Ah c'est vrai que ça on n'a pas parlé des bases et des changements de base, enfin la de trouver la matrice qui correspond au changement de base. OK, alors, j'ai assisté à la permanence de Mouna Dada ce matin. La méthode qu'elle a utilisée, je l'ai pas vraiment comprise. La manière avec laquelle, Vinaver nous l'avait expliqué était autre. Donc c'était encore dans notre DM. Dans mes souvenirs, c'est quelque chose du genre P fois matrice fois P fois l'inverse de P, non? Quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais, c'est OK. pas dur pour le coup, hein, c'est juste de la multiplication de matrices, perso je sais que je déteste ça. Mais, faut les faire à la main.
Toujours. Du coup, on avait cet exercice, l'exercice 2. Donc, on avait une matrice de f dans B, avec B qui était la matrice identitaire. Donc, la matrice M, ça correspondait à ça. On nous demandait déjà, est-ce qu'elle est invertible? Est-ce qu'elle est invertible? Pour trouver ça, faut déterminer le déterminant, oui. Si le déterminant est différent de 0, alors la matrice est inversible. Là, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du déterminant là aujourd'hui. Est-ce que tu peux Bah, faire un topo sur En le fait, c'est pour déterminant? ça justement que j'ai dit que je ferai une fiche pour demain parce qu'il y a pas mal de notions et de questions qu'on peut voir. Et au pire, je peux refaire juste montrer la correction la correction, ce que j'ai fait moi pour ce DM, ça reprend à peu près tout. Ouais, ce serait cool. Ok. Du coup, premier exercice, on a une matrice. Quel est le rang de M? On échelonne, on réduit. Voilà, donc le rang est égal à 3. Ensuite, est-ce que F est surjective? J'ai dit que F était surjective parce que le rang de la matrice est égal à 3. Par contre, le fait que im de F égale 0, c'est faux. Mais juste, le rang de la matrice est égal à 3, qui est le rang d'arrivée, donc F est surjective. Mais en vrai, on peut juste dire que, la dimension de kernel existe. Donc puisque kernel existe, c'est forcément surjectif. Oui, surjectif. Parce qu'en fait, kernel, ça correspond à tout ce qui va avoir 0 pour image. Donc on va avoir plusieurs antécédents qui vont avoir la même image qui est 0. Du coup, ça correspond bien à la surjectivité. C'est bon? Oui. OK. Et du coup, puisque la dimension de kernel n'est pas égale à 0, F n'est pas injective. Parce qu'elle serait injective, si jamais la dimension de kernel n'était pas égale à 0, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas plusieurs antécédents qui auraient une même image. C'est quoi injective et surjective? Alors, injective, c'est quand on a les Y qui ont au plus un antécédent. Ça veut dire tous les X sont associés à un Y, mais les Y ne sont pas forcément associés à des X. Donc ça, c'est injective. Je vais y revenir juste après avec le schéma de kernel. Ensuite, surjective, c'est quand on a les Y, enfin quand je dis Y, c'est les images, quand les images ont au moins un antécédent. C'est-à-dire qu'elles peuvent en avoir plusieurs. Donc, quand on a, je fais un dessin assez théorique, mais en gros, ici, on a notre espace de départ, dans lequel il y a le noyau, donc kernel. Donc, on va l'appeler l'ensemble E. Et notre ensemble d'arrivée, donc F, qui va correspondre aux images de E quand on lui applique la fonction F. Et donc, la fonction F, ça correspond à la linéaire map, donc ici, en l'occurrence, la matrice. Tiens, juste, excuse-moi, Mathéo, l'ensemble, le kernel, il va mapper sur quoi du coup? De quoi? Dans F. Comment? De quoi? Donc tu vois là au milieu, Asma elle a mis, au milieu du cercle de gauche, le kernel. Donc c'est Oui. l'ensemble kernel, c'est un ensemble, c'est un sous-espace comme on disait, c'est un ensemble de points, dans l'espace d'arrivée, de départ pardon. C'est un ensemble de points dans l'ensemble de départ. Et donc, sur quoi il map ces points? C'est par définition du kernel.
tente quelque chose? Allez, pour prouver que tu as compris le concept. Ouais. Tu l'as, Mathéo? Ouais, ouais, Tu peux, ouais. tu peux, tu peux dire que tu ne sais pas, hein, Ouais, je sais pas. c'est pas gravissime. Ouais, Asma, alors est-ce que tu voulais vous y montrer le kernel, Asma? Bah, le kernel, c'est ici, c'est le noyau dans E. Et du coup, on va avoir si le kernel a une dimension, donc si la dimension de kernel n'est pas différente de 0, on va avoir bah, un ensemble ici qui va correspondre à toutes les images de kernel qui sont 0. Ça veut dire tout ce qu'il y a dans le kernel, quand on lui applique la fonction f, eh ben, ça va donner 0. Donc en gros, je Enfin, pense du pas coup, que ce tu, soit tu peux, tu peux correct. l'écrire, tu peux l'écrire 0 à gauche. Enfin, je sais pas, pourquoi t'as mis qu'il y avait un ensemble à 0? Enfin, tu vois, c'est 0 quoi, c'est le nombre, le Oui. vecteur 0. Mais le vecteur nul du coup, oui. Mais on peut le noter comme ça en plus. On le note comme ça, oui. F de ker égale 0. C'est vraiment l'idée fondamentale, Mathéo. Faut vraiment. C'est marrant parce que moi j'ai l'impression qu'en cours, genre ils vous expliquent les concepts de ker, d'image, mais sans que vous les compreniez quoi. Et ils s'en fichent un peu que vous les compreniez. C'est vraiment critique de comprendre c'est quoi l'image, c'est quoi le kernel. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus là aujourd'hui. Mais le kernel, c'est l'ensemble des points de départ qui mènent à 0. C'est les antécédents de 0 en gros, C'est via ça. l'opération qui est la multiplication matricielle. Ok Mathéo? Si. Et du coup, l'image, entre guillemets, comme je disais, c'est l'espace d'arrivée de la matrice. Là, c'est F. Mais en soi, donc E et F, c'est des espaces qui baignent dans d'autres espaces. Bon, bien sûr, tous les espaces baignent dans d'autres espaces, entre guillemets. E, si je me trompe pas, c'est forcément genre. Si votre matrice, elle est définie par exemple sur R3, ça veut dire que vous allez avoir tous les points de R3 dans E. E, c'est un espace qui, entre guillemets, est complet dans son sous-espace. Mais par contre, F, s'il est défini en 4 dimensions, c'est pas forcément tout l'espace en 4 dimensions. F, c'est un sous-espace, c'est l'image, c'est un sous-espace de cet espace en 4 dimensions qui décrivent les vecteurs qui y baignent, entre guillemets. Et du coup, F, c'est un espace, c'est un sous-espace incomplet. Alors, des fois, il peut être complet lorsque la matrice est une base. Lorsqu'elle n'est pas une base, c'est un sous-espace incomplet de l'espace qui permet de décrire les vecteurs qui sont dedans. Donc est-ce que c'est clair ce que c'est im et ker, Mathéo? Ouais. J'espère. Et du coup, voilà, surjection. Ouais, du coup, surjection parce que, enfin surjection. Oui, enfin c'est surjectif parce que, bah, tous ces antécédents-là, ils ont la même image qui est 0, donc ça correspond bien à ce schéma-là et c'est injectif si jamais la dimension de Ker est nulle, donc qu'il y a rien. Ça veut dire que chacun des éléments ici va avoir un élément là. Par contre, il peut y avoir, des éléments de F qui n'ont pas d'antécédents. Parce que ça voudrait dire que F est plus grand que E. Si on va de R3 vers R4, ah bah, il y a forcément des éléments de R4 qui ne vont pas être recouverts par R3, puisqu'il est plus grand. C'est bon? Oui. OK, parfait. Du coup, bah, voilà, enfin, c'est ce que j'avais dit là. Ensuite, bah, fallait déterminer une base de kernel, donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On prend la matrice, on fait un système avec le nombre de variables qui correspond au nombre de vecteurs et on résout est égal à 0 en exprimant toutes les variables en fonction d'une seule et donc ça nous donne le vecteur, bah, ici, le vecteur en fonction de z. C'est bon? Je vais prendre ça pour un oui. Ensuite, déterminer une base de
im de f. Donc, ça, c'est une méthode que j'avais vue sur internet, mais je pense pas que ce soit forcément nécessaire de faire ça. On peut directement, comparer le rang de la matrice au nombre de vecteurs. S'ils sont égaux, ça veut dire que, la base de l'image, ça correspond à toute la matrice et enfin oui, pas la matrice, échelonnée, mais la matrice de base. Et si jamais c'est différent, eh ben, on prend le nombre de vecteurs indépendants pour former, la base de l'image. Donc si on a le rang qui est égal à 2, mais qui a 4 vecteurs, enfin non, en fait, même ici, on a le rang qui est égal à 3 et il y a 4 vecteurs, eh ben, il faut prendre 3 vecteurs seulement pour constituer la base. Mais Et d'ailleurs, du coup en fait, vous pouvez juste appliquer un truc simple qui est de prendre, quand vous voulez enlever les vecteurs donc qui sont dépendants, vous enlevez juste le vecteur qui a la plus basse dimension. Mais non, j'ai rien dit, ça marche même pas. Ça marche pas. Parce qu'imagine, on avait juste un 1 en bas à gauche et le moins 1,1 sur 5 qui était pas là. Il serait toujours de dimension 1, mais il serait indépendant. c'est pas grave. Mais du coup, faut juste vous dire, en fait, si votre nombre il est tout seul sur la dimension, sur une des dimensions de la matrice, sur une des lignes en gros, bah, vous pouvez pas le prendre. Parce que ça veut dire que cette dimension, elle est décrite que par ce vecteur. Et ça, c'est important du coup. Hem, si vous formez la base de l'image, prenez que les vecteurs qui sont pas seuls sur leur ligne en gros. Voilà, voilà. OK. Du coup, cet exercice était fini. Ensuite, donc on a cette matrice-ci, on nous demande si elle est invertible ou non. Donc on calcule le déterminant. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que j'explique ça? Non? Bah, en vrai, le déterminant, on l'a pas vu là, donc je sais OK. pas si les gens sont ça, c'est la méthode de Laplace. Moi, je veux bien, ouais. Un petit OK. rappel, ouais. Donc on prend la matrice qu'on a. Ici, c'est une matrice 3 fois 3. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre donc soit une ligne, soit une colonne. Moi, ici, en l'occurrence, j'ai fait, cette ligne-ci. Donc on prend 1 comme facteur de la matrice 0, 1, 1, 1. Donc pourquoi on fait ça? Parce que ici le 1, il est sur la première ligne et la première colonne. Du coup, on va barrer la première ligne et la première colonne et on va dire que 1 est un facteur de ce qui reste. Donc ce qui reste, c'est ici 0, 1, 1, 1. OK? Mmh. Ensuite, on passe à l'élément d'après qui est 3 et d'ailleurs, il faut faire attention parce que dans les matrices, les signes, c'est plus oups, plus, moins, plus, moins, plus, moins et plus, moins, plus. Du coup, ici, ce qu'on a, c'est, bah, plus, moins, plus. Donc ici, on met un moins devant le 3 et pareil, on dit que le 3, c'est sur la première ligne, donc on la barre et sur la deuxième colonne, donc on barre celle-ci. Du coup, il nous reste, 2, 1 et 1, 1 en facteur de 3. Et enfin, on a le 1 ici, qui est sur la première ligne et la troisième colonne, donc il nous reste 2, 0, 1, 1. C'est bon? Oui. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire, on va multiplier les éléments qui sont en diagonale et ensuite soustraire par la deuxième diagonale. Donc on fait 0 fois 1 moins 1 fois 1. Donc ça fait moins 1 qu'on multiplie par 1, ça reste moins 1. Ensuite ici, 2 fois 1, ça fait 2, moins 1 fois 1, ça fait 1, donc ça fait juste 1. 1 fois moins 3, ça reste moins 3. Et ici, on a 2 fois 1, 2, moins 0 fois 1, ça reste 2, et 2 fois 1, ça reste 2. Donc on a moins 1, moins 3, plus 2, qui nous donne moins 2.
Donc le déterminant est différent de 0. Du coup, la matrice est bien inversible. Invertible. C'est clair? Je pense, ouais. Pour moi, oui. Ouais, pour moi aussi. Ok, parfait. Du coup, la question d'après, c'est le changement de base. Donc on définit une nouvelle base qui est C est égal à UVW, et donc UV et W correspondent à ça. On nous demande d'écrire P est égal à PCB et de calculer P-1. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, déjà j'ai écrit PCB. Donc PCB, c'est la matrice avec la nouvelle base. Donc ici, on a les UV et W qui sont les vecteurs, donc c'est en colonne, et les IJ et K qui sont les lignes. Et du coup, j'ai juste réécrit cette équation-là sous la forme de la matrice. Ça correspond à PCB. Et P-1, donc l'inverse de la matrice, on sait que si on multiplie une matrice par son inverse, c'est censé nous donner la matrice identitaire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la matrice P et j'ai mis à côté la matrice identitaire. Et ce que j'ai dit, c'est je vais transformer la matrice P en la matrice identitaire en effectuant différentes opérations. Et à chaque fois que j'effectue une opération sur la matrice de gauche, je vais l'effectuer aussi sur la matrice identitaire. Mon but, c'est de transformer la matrice P en la matrice identitaire. Donc l'échelonner et réduire pour obtenir la matrice identitaire. Et à droite, la matrice que j'aurai obtenue à la fin, en ayant appliqué toutes les opérations, ça correspondra à ma matrice inverse. C'est un peu délicat comme méthode, je sais pas si vous avez compris. Mais en gros, je veux transformer mon P en la matrice identitaire. Donc déjà, j'échelonne en opérant comme d'habitude. Et du coup, toutes les opérations que je fais de ce côté-ci, je les fais aussi par là. Et ensuite, je divise ou j'additionne les lignes entre elles pour obtenir les coefficients que je veux, pour me retrouver à la fin avec la matrice identitaire. Et comme ça, ce que j'ai à droite, ce que la matrice identitaire sera devenue, ça correspond à la matrice inverse. Vous avez compris? En vrai, je dirais que c'est la méthode la plus simple, d'ailleurs, pour calculer la matrice inverse. Ah. Tant mieux. Ça marche pour toutes les dimensions. Moi, je pense que le prof s'attendait du coup à appliquer la méthode de cours avec 1 sur le déterminant fois la transposée de la comatrice. Mais bon. La comatrice? Ouais. La matrice des... Tu vois ce que c'est, non? Non, je sais même pas ce que c'est. Mais il y a d'autres méthodes, effectivement. Moi, perso, c'est celle que j'appliquais dans mes examens. Ça passe, hein. T'as pas besoin... Enfin, sauf si l'énoncé il dit explicitement de calculer avec une méthode donnée, mais normalement, c'est juste calculer la matrice inverse. Quelle que soit la méthode que tu appliques, c'est bien, hein. Et cette méthode, je pense... Enfin, très honnêtement, elle est simple. C'est comme... En fait, c'est comme faire une décomposition de Gauss, un petit peu, où vous avez juste 6 colonnes. Voilà, et vous voulez obtenir des 1 en diagonale sur la matrice de droite. Enfin, de gauche, pardon. À partir des 1 sur la matrice de droite. C'est plutôt sympa. Du coup, j'ai pas encore la note de ce DM, donc je sais pas si il a apprécié cette méthode ou pas, mais on va dire que oui. En tout cas, ça marche. C'est tranquille en vrai. Du coup, la question d'après, n est égal à m de fc, donc calculer n. Du coup, n, ça correspond. Ça, c'est une formule que j'ai retrouvée dans le cours. Donc n est égal à p-1 fois m fois p. Donc la matrice de base, c'est m.
Et PCB et PBC, bah, c'est la matrice qu'on a trouvée et son inverse. Donc on doit juste multiplier les 3 matrices. Donc on commence par multiplier 2 d'entre elles et ensuite on multiplie leur produit par la troisième et ça nous donne n. Asma, t'es sûr de ta formule? C'est pas plutôt P MP-1? C'est ça, hein. Mais a priori, ça marche puisque... Enfin, c'est l'inverse, mais du coup, le P, c'est l'inverse de P-1 aussi. Mais ici, l'ordre de multiplication, il est important. Si elle est Mais plus ou l'ordre de moins- multiplication, effectivement, est important, oui. Ah, peut-être. Désolé. Après, je me demande... Attends, si tu fais... Tu vas faire P... Je crois que tu retombes sur tes pattes après, mais je suis pas sûr. Bah, ça changerait vraiment le résultat? Bah, est-ce qu'on peut tenter... Deux personnes ont ISDM? Et ont les résultats? J'ai tenté de faire la multiplication dans un autre ordre et oui, ça donne des trucs différents. Mais je Ouais, savais pas moi, quel je était le bon. voulais autre chose. Je savais pas quel était le bon ordre. Le burn-out, c'est P, ouais, c'est PM, P-1. C'est genre la règle du parapluie, là, ça s'appelle comme ça, un truc comme ça. Oui, c'est PM. Après, tu multiplies par P. Ok, bah désolé les gens. Celui-là, moi, j'ai la T'inquiète. même formule que toi. Ah, merci. Oui. Mais en fait, Avant, si, les si. deux, c'est pareil, je crois. Enfin, la même chose, je pense. Faut que je me souvienne du nom de la règle. C'est pour le changement de base, c'est ça? Ouais. Basis change, on va chercher. Change of basis. Pour le coup, perso, je suis... Ah! Je raconte de la merde, hein. C'est P-1 fois M d'abord. Non, c'est P-1, bah oui. Ah oui. En DM, même moi, j'ai écrit P-1 fois M. Non, j'ai vérifié sur internet, c'est bien la formule de Asma. Ouais, Oh, Mohamed, on s'est trompé tous les deux. Ouais, et moi, je suis C'est trop nous forte. qui avons failli vous mener je suis en dans train l'impasse. J'ai la même réponse que toi. Bien vu, bien vu. Ok. Bah, du coup, le produit des 3 matrices, ça nous donne n. Et la question d'après... Ouais, donc x est égal à 2, 0, 1. À quoi correspond... Enfin, quelle est la valeur de x'? X', ça correspond à P-1 fois x. Donc on multiplie juste la matrice par le vecteur. Et il faut juste faire attention... Enfin bon, ça paraît logique, mais on sait que pour multiplier 2 matrices, il faut que le nombre de colonnes de la deuxième... Enfin, non, pardon. Le nombre de colonnes de la première corresponde au nombre de lignes de la deuxième. Sinon, on ne peut pas les multiplier entre elles. Du coup, ici, on a 3 fois 3 et 3 fois 1. Donc, on peut bien le multiplier si on met ensuite. Et ça nous fait 1, 1, moins 1. Tata. Nice. Et pour le dernier exercice, bah, de ce que j'ai compris de ce qu'a dit Monadada ce matin, il n'y a pas ça au DE. Corrigez-moi si j'ai tort. Ouais, il n'y aura pas. Ok. Malheureusement, t'as raison. Bon, je peux expliquer pour ceux qui veulent, hein, mais... C'est pas nécessaire. Bah, voilà, du coup, si vous avez des questions, je suis là. Sinon, bonne nuit. Oui. Ah, Oscar. Tu peux parler plus fort? Allô? Oui. Ouais. Ok. Comment est-ce qu'on fait la diagonalisation? Ah, la question, tout début. Donc, si Justement, tu- ça, c'est avec je me ce qu'il n'y a rappelle pas au DE. Ah ok, bah, cool. C'est quoi la diagonalisation déjà? C'est quand on trouve les eigenvalues. Ah oui, non, du coup, il n'y a pas ça.